Salut à tous les investisseurs sans cravate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la longue série présentation et analyse des sociétés du CAC 40. Aujourd'hui, je me suis assis et je pense que c'est quelque chose que je vais faire dans le reste de mes vidéos maintenant, surtout pour les vidéos sur le CAC 40. J'espère que ça vous dérange pas, hein. J'avais commencé à le faire debout, c'est fatigant, voilà. Je préfère tout simplement être plus proche de mon ordinateur, pouvoir vous parler directement en étant confortablement assis. Et c'est chose faite, donc voilà, à partir de maintenant, les vidéos seront assises. Dans tous les cas, on se retrouve aujourd'hui du coup pour faire une vidéo sur la présentation d'une société du CAC 40. On est à la 21e ou 22e, il me semble. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à Vivendi. Donc c'était une boîte dont beaucoup de gens m'ont parlé en commentaire. Vous vouliez absolument que je fasse la prochaine vidéo de présentation sur cette dernière. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo de présentation donc, de Vivendi. Du coup, vous vous doutez bien avant chacune de ces vidéos que je fais quand même un gros travail de recherche sur mon ordinateur, que ce soit au niveau des fondamentaux de l'entreprise, de l'actualité de cette dernière, le board de direction, les actionnaires majoritaires, le secteur d'activité dans lequel elle se développe, et du coup un petit peu la compétitivité, tout ça, il y a vraiment un gros travail de recherche sur ces entreprises. Le fait est que quand c'est une boîte qui fait partie du secteur de la consommation cyclique en particulier, à chaque fois ça me prend un petit peu plus de temps, c'est un joyeux bordel, tout simplement parce que c'est très difficile d'avoir de la régularité dans justement le compte de résultat par exemple ou la trésorerie de ce type d'entreprise. Alors, en termes de consommation cyclique, ici je ne parle pas forcément d'un déphasage avec l'économie globale, avec la croissance du PIB par exemple. Je parle plutôt d'un déphasage d'une année sur l'autre en fait. C'est-à-dire que l'entreprise, une année, peut vraiment présenter des résultats excellents, qui sont vraiment en rapport avec ses investissements, qui présentent un bilan plutôt sain, etc. Et l'autre année, elle va avoir fait une grosse acquisition par exemple, où il y aura eu une grosse sortie de trésorerie pour des charges exceptionnelles. Et on va avoir un résultat net qui va être complètement différent et du coup une interprétation des éléments financiers qui doit être différente et qui doit justement pondérer entre ces bonnes années et ces mauvaises années pour voir si sur le long terme c'est un investissement qui est rentable ou si au contraire il faut essayer de jouer les cycles de l'entreprise. Et à ce moment-là, jouer les cycles, c'est quand même plus difficile. Ça veut dire qu'il faudrait être là dans les années où ça marche bien et les années où il y a des gros investissements, peut-être sortir de la valeur, etc. Et ça demanderait beaucoup de travail. Donc là est toute la difficulté vraiment des entreprises du secteur de la consommation cyclique. Le fait est que Vivendi appartient au sous-secteur de la production de divertissement. Elle va très bien dans ce secteur-là, vous allez le voir après avec la présentation de la société. Le fait est que dans le super secteur de la consommation cyclique, on retrouve beaucoup de boîtes françaises. En tout cas en France, il y a quand même un joli marché autour de ça, que ce soit par le biais de l'entreprise Lagardère par exemple, le groupe Bolloré aussi, on va voir qu'il y a d'énormes connexions entre le groupe Bolloré et Vivendi, TF1 aussi évidemment, Publicis qu'on présentera aussi dans une autre vidéo. Et du fait de ces nombreuses entreprises, ça devient vraiment cohérent de faire une analyse sectorielle poussée et aussi de présenter à chaque fois les chiffres du groupe Vivendi et de les comparer justement à ceux du secteur de la consommation cyclique, puisque évidemment il y a les médias, les communications, la production de divertissement, tout ça, ça appartient à ce super secteur-là. Le fait est que pour cela, il faut évidemment vous appuyer sur investing.com, ça va être vraiment le meilleur site pour comparer justement terme à terme les éléments d'une entreprise et ceux de son secteur. Alors que quand on étudie les fondamentaux de l'entreprise, compte de résultats, bilan et flux de trésorerie, là je m'appuie beaucoup plus sur Morningstar. La cyclicité des résultats de cette entreprise s'explique en majeure partie par les nombreuses acquisitions et cessions du groupe. En fait, vous allez voir que même rien qu'en 10 ans, il se passe énormément de choses dans le groupe Vivendi. Il y a beaucoup de projets qui vont être avortés, des parts qui vont être achetées dans un certain groupe pour évidemment booster ce dernier et puis le quitter 5 ans après pour aller de nouveau vers un autre acteur, etc. Il y a vraiment d'énormes mouvements de haut bilan, qu'on qualifie de haut bilan quand c'est des acquisitions comme ça et des cessions. Et ça permet à l'entreprise justement de toujours être d'essayer de toujours être là où il faut dans la mode du moment, puisque évidemment dans la création de contenu, les médias, les communications, etc., on a vraiment un effet de mode. Il y a des choses qui plaisent pendant une période, une très courte période, et ensuite
ça disparaît, ou alors en tout cas ça devient de plus en plus fragile. C'est pas comme une entreprise qui fait du génie civil, du bâtiment, de la construction, etc. Là on va rester vraiment sur une phase de croissance lente mais progressive d'année en année, sur un secteur plutôt défensif, alors que là sur les secteurs cycliques, ben, l'entreprise elle va essayer de suivre justement ces modes, elle va pas rester fixe, ce serait idiot qu'elle le fasse. Et le fait est que donc du coup des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois il y a des investissements qui se révèlent très bons et des fois un petit peu moins bons. Vivendi, c'est donc un groupe qui se divise en plusieurs activités, mais qui sont quand même majoritairement tournées autour de la musique, le film et la vidéo, les jeux vidéo et le milieu de l'édition. Le chiffre d'affaires du groupe s'articule donc autour des différents actifs que possède le groupe Vivendi. Au final, même si Vivendi c'est pas très connu, enfin c'est extrêmement connu, mais on n'attache pas assez d'importance au nom Vivendi. On connaît plutôt les filiales de ce groupe-là, comme par exemple le Canal+, hein, tout simplement le groupe Canal, Studio Canal aussi, Universal Music Group pour la musique, qui est un leader mondial vraiment dans ce milieu-là. On va avoir aussi Editis, une acquisition assez récente de Vivendi dans le milieu de l'édition justement. C'est une boîte qui possède plus de 40 maisons d'édition, justement de la littérature pour tout âge et toute catégorie, on va dire. On va aussi avoir Havas, qui est un groupe cette fois-ci d'expertise, donc là c'est-à-dire des prestations de services que vont proposer le groupe du coup Vivendi pour d'autres acteurs de ce secteur-là. Donc voilà, vous voyez que ça s'articule autour d'une multitude d'entreprises et parmi tous les actifs que possède Vivendi, il y en a avec lesquels on peut vraiment être en phase, on peut vraiment être d'accord avec justement ces acquisitions-là, on peut soutenir ces projets et d'autres qui sont un petit peu plus bancales. Moi par exemple, quand on m'a dit que c'est en 2015, il me semble, Vivendi rachète Dailymotion pour en faire quelque chose de grand, en fait c'était leurs ambitions, hein. Ben, c'est quand même assez difficile quoi. Avec Dailymotion, on part de loin quoi. La plateforme elle est bien, je dis pas le contraire, mais je veux dire qu'elle s'est fait une très mauvaise réputation. Le fait est que ils ont voulu vraiment, ils rachètent comme ça des petits projets. Alors Dailymotion, je pense, ça a été racheté 210 millions, hein, quelque chose comme ça, pas plus. Hein. Donc en termes de trésorerie sur des entreprises du CAC 40, c'est une épine dans le pied, mais c'est pas non plus extraordinaire. Le fait est que sur ce genre d'acquisition, ils veulent vraiment faire carton plein, quoi. Le but, c'est de vraiment booster le projet, la plateforme pendant un moment, faire qu'elle redevienne une plateforme de référence, et puis après, voilà, l'exploiter ou la revendre. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif de Vivendi. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup donc d'acquisitions et de cessions, et que ça rend l'analyse des fondamentaux très difficile. Par exemple, si on parle du secteur du jeu vidéo, quelque chose qui est quand même assez important, non négligeable, hein, dans l'activité de Vivendi au travers de Gameloft, dont elle possède 100% du capital, il me semble, ben ça n'a pas toujours été le cas qu'elle possède 100% du capital de Gameloft. Au début, ça a commencé par une prise de 10-15% dans la boîte. Au même moment, elle avait aussi attaqué Ubisoft, hein, je veux dire, elle avait pris des parts au capital de Ubisoft. Elle a aussi eu des actions chez Blizzard. Il me semble qu'elle possédait plus de 40% de l'entreprise de Blizzard. Ça a été une trésorerie monumentale quand elle l'a vendue. Mais vous voyez que donc, et ça c'est en moins de 5-6 ans, quoi. Donc tous ces mouvements-là, voilà, vous l'aurez compris, font que vraiment elle s'inscrit bien dans une entreprise du secteur de la consommation cyclique. Au niveau du board de direction de cette entreprise de fou, donc qui gère d'ailleurs plus de 40 000 personnes, hein. Alors 40 000 personnes, attention, pour les entreprises du CAC 40, ça reste quand même quelque chose de relativement petit, mais c'est quand même un chiffre colossal, hein, c'est monumental, hein. 40 000 employés, c'est beaucoup, 44 000 même, il me semble. Et donc du coup, au niveau du board de direction, à la présidence, on a Yannick Bolloré du groupe Bolloré, on va en parler juste après, et Arnaud de Puyfontaine à la direction. Arnaud de Puyfontaine, il est président du directoire depuis 2014. Il est diplômé de l'ESCP Europe, de la deuxième école de commerce en France, la plus réputée, la plus chère aussi, hein, faut pas l'oublier. Il est aussi diplômé de Harvard, mais il me semble que Harvard, ça a été beaucoup plus tard quand même, hein. Il a fait ses études, elles se sont étalées sur un bon nombre d'années. Et finalement, donc, il arrive chez Vivendi en 2014, après quand même une grosse carrière justement dans le secteur des médias, de la communication, etc. Concernant Yannick Bolloré, vous le connaissez, on l'avait déjà présenté dans la vidéo de Bouygues, tout simplement puisqu'il est marié à la fille de Martin Bouygues. Alors ce gars-là, il y a beaucoup plus d'anecdotes sur lui que de faits factuels sur son intervention dans différentes entreprises. Le fait est que le groupe Bolloré, il faut comprendre qu'il est partout, quoi. Il est partout dans le CAC 40, que ce soit chez Lagardère, dans le groupe Bolloré justement, chez Vivendi, chez Bouygues, etc. Ils ont vraiment des connexions partout. Je pense que c'est une des familles d'ailleurs les plus riches de France, hein, sans me tromper.
On reviendra à en parler sûrement dans d'autres vidéos, je ne vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui. Le fait est que quand il est arrivé président du groupe Vivendi, ça a été un petit peu contesté au départ, puis finalement quand même il en a fait quelque chose de pas mal. Il faut savoir qu'il est directeur général lui de Havas, qui est une entreprise possédée par Vivendi, et il est donc président du groupe Vivendi. Et d'ailleurs directeur aussi de beaucoup d'autres entreprises. Quand on regarde son profil sur les barons de la bourse, sur Zone Bourse, c'est hallucinant genre. Le fait est que voilà, on va passer là-dessus, on en reparlera une prochaine fois. Maintenant, on va s'attaquer aux chiffres de l'entreprise. Première chose frappante qu'on remarque quand on regarde le compte des résultats de l'entreprise sur ces 5 dernières années, c'est l'année 2018 et l'irrégularité à chaque fois du résultat net d'année en année aussi. Mais l'année 2018 en particulier, puisqu'on voit que le résultat d'exploitation est lui très bon. Il suit d'ailleurs cette tendance haussière que connaît l'entreprise depuis maintenant 5 ans ou plus même. Le fait est que le résultat net de 2018 n'est pas très bon et il faut en fait se renseigner toujours pour aller chercher plus loin pour pourquoi, quelles ont été les dépenses exceptionnelles qui ont fait que le résultat net lui a diminué de cette façon-là. Et en fait c'est donc l'acquisition de Editis en 2018, donc la maison d'édition qui possède, enfin l'entreprise qui possède les différentes maisons d'édition pour justement renforcer sa présence dans ce groupe et c'est un investissement, il faut vraiment considérer ça comme un investissement. Le chiffre d'affaires lui sur ces 5 dernières années il est extrêmement convaincant, 50% de croissance sur 5 ans, on passe de 10 milliards d'euros en 2015 à 15 milliards, plus de 15 milliards d'euros en 2019 et des prévisions qui sont d'ailleurs excellentes pour les années 2020, 2021, 2022. On en reparlera après concernant aussi le bénéfice net par action. Le fait est que donc ce chiffre d'affaires qui va représenter la valeur ajoutée qui est créée par l'entreprise après toutes ces acquisitions, etc., ben, c'est tout à fait intéressant. Il faut savoir que ce chiffre d'affaires, il concerne uniquement les ventes des produits ou des services et il n'intègre pas le résultat exceptionnel de l'entreprise. Donc les ventes par exemple durant les sessions. Donc ça c'est vraiment très important. Il faut savoir qu'au niveau de ce chiffre d'affaires, la majorité provient parmi les activités qu'on a présentées de Universal Music, c'est 44% du chiffre d'affaires. Donc on voit que l'industrie de la musique c'est vraiment porteur pour le groupe Vivendi. Ensuite on a le groupe Canal qui vient derrière, 33% du chiffre d'affaires. Quelque chose qui augmente d'ailleurs, ça continue d'augmenter les ventes issues de l'activité du groupe Canal+, alors qu'on pourrait penser que c'est quand même quelque chose qui dégringole, mais finalement il y a quand même une tendance haussière toujours sur cette activité-là. Et après derrière Havas, 15% du chiffre d'affaires, et puis après les autres activités représentent moins de 4%, comme par exemple le Vivendi Village qui représente 1% du chiffre d'affaires il me semble. Le résultat net, on parlait tout à l'heure de son irrégularité, on va quand même donner des ordres de grandeur, on parle de 1,5 milliard en 2019, de 1,9 milliard en 2015 et avec entre les deux vraiment des irrégularités avec 2 années à 1,3 milliard, 2016-2017 et donc 2018 où on a à peine 170 millions d'euros de bénéfice net. Le fait est qu'elle a quand même versé ses dividendes cette année-là et elle avait un bénéfice net par action qui était de 10 centimes du coup par rapport à son volume. Donc ça reste des résultats qui sont quand même positifs et je pense que d'ailleurs ça a été relativement bien calculé et l'acquisition de Editis, je pense que ça va vraiment être une très très bonne chose pour l'entreprise, sachant aussi que l'univers du livre vraiment est en train de se développer. Moi c'est ce que j'ai l'impression, d'ailleurs avec le livre Débuter en bourse, achetez-le si c'est pas encore le cas. Le fait est que je pense que c'est quand même quelque chose, des choses qui reprennent de la valeur. Je dirais pas que c'est pas comme le vinyle, ça n'a jamais été oublié les livres, mais je veux dire que ça prend vraiment beaucoup de valeur dans le sens que sur internet on trouve énormément d'informations, mais c'est très difficile d'en faire le tri. Alors que dans les livres, on a quand même généralement beaucoup plus confiance dans ce qu'on lit et ça va être jugé beaucoup plus facilement par des gens beaucoup plus compétents. Et donc du coup, un livre dans lequel il y a plein de conneries, on va direct en entendre parler, en pas bien évidemment. Alors qu'un site internet, ça va être très difficile à réguler. Donc voilà, je pense que l'univers du livre, c'est quand même quelque chose de super intéressant pour les années à venir, même si on a les médias numériques qui explosent. En parlant de Editis, ça me fait penser aussi que le groupe Vivendi possède 15% du groupe Fnac en termes de participation au capital. Ça représente un investissement d'une centaine de millions d'euros, donc rien à voir avec Editis, plus de 800 millions pour Editis, mais on est plus sur un ordre de grandeur comme l'acquisition de Dailymotion. En tout cas, l'investissement dans le groupe Fnac, je pense que ça va être très très porteur. Le dernier gros mouvement financier du groupe Vivendi, c'est aussi la montée au capital dans l'entreprise Lagardère. En avril 2020, sachant que la famille Arnault aussi ce mois-ci, en septembre, est rentrée aussi au capital ou en tout cas a renforcé ses positions de manière très conséquente dans l'entreprise Lagardère aussi, ce qui a fait exploser le cours de l'action. Elle a pris 20% en plus d'une séance la semaine dernière il me semble, ou en tout cas il y a 3 ou 4 séances.
Le fait est que ces résultats qui vont être financiers pour l'entreprise Vivendi, ben on va les intégrer que plus tard. Hein. Bon, alors ils sont vraiment déjà intégrés dans le cours de l'action Vivendi, les investisseurs le savent, ils le prennent en considération, mais ça va compter donc dans les résultats financiers du groupe pour l'année 2020. On revient maintenant aux éléments financiers, on va sur le bilan. Quand je regarde le bilan, la première chose qui me saute aux yeux, encore une fois, c'est que les actifs circulants sont inférieurs aux passifs circulants, ce qui fait que l'entreprise présente un quick ratio, c'est-à-dire un ratio de liquidité restreinte inférieur à 1, et ça c'est quand même assez inquiétant. Après, quand on regarde la nature justement de ces éléments dans les actifs circulants et du passif circulant, ben on voit que les dettes fournisseurs sont quand même un petit peu plus importantes que les créances clients. Donc ces deux choses-là, faut lire le livre Débuter en bourse pour le comprendre, ou un autre livre qui traite de l'analyse fondamentale dans tous les cas. Le fait est que ça veut dire que l'entreprise serait en mauvaise posture pour recouvrir ses futures échéances, ces échéances court terme. C'est pour ça qu'on parle de ratio de liquidité et non de ratio de solvabilité. La solvabilité, c'est pour les échéances long terme. Donc ça, c'est un petit peu le point noir du bilan, mais il y a quand même des éléments très positifs à l'intérieur, dont le montant des capitaux propres et le rapport du capitaux propre par rapport aux dettes long terme. Les capitaux propres représentent plus de 15 milliards dans le passif de l'entreprise Vivendi. Donc on a une valeur aussi intrinsèque qui est pas si éloignée de la valeur du marché de Vivendi. Donc on a un price to book ratio qui est quand même largement supérieur à 1, même à 1,5, mais ça reste une entreprise qui est quand même intéressante. Elle a un PER qui n'est pas non plus extraordinairement élevé. Donc, elle ne va pas rentrer dans un style value, c'est pas ça que je dis, mais quand même, on n'a pas quelque chose d'inquiétant en termes de survalorisation. On parlait justement des dettes long terme en les comparant aux capitaux propres de l'entreprise Vivendi, mais ce qui peut être aussi extrêmement intéressant à noter, c'est qu'en 2015, la proportion des dettes long terme dans le passif était vraiment ridicule, ce qui a permis à l'entreprise, dans les 5 années qui ont suivi, de revoir sa politique d'endettement, de revenir sur quelque chose de beaucoup plus conséquent, c'est-à-dire de contracter plus de prêts pour pouvoir booster sa rentabilité, augmenter son résultat, et ça sans inquiéter les investisseurs. Et c'est vraiment un gros point fort, puisque son levier financier était quand même assez faible. L'entreprise peut se permettre de prendre plus de risques et les banques acceptent de prendre ce risque avec l'entreprise justement pour booster le ROE de l'entreprise. Et donc pour un actionnaire qui investit de l'argent de l'entreprise, ben, le fait qu'il y ait un endettement qui vient compléter l'investissement des capitaux propres dans les différents projets, ça permet justement de booster et de démultiplier la performance de rentabilité des actionnaires. Pour revenir sur ce qui nous attend dans les années futures, on disait tout à l'heure que l'entreprise avait vraiment des prévisions de chiffres qui étaient excellentes pour les années 2020, 2021, 2022. C'est le cas, donc on a un BNPA qui est vu à 1,2 euros pour l'année 2021, à entre 1 et 1,1 euros pour l'année 2020. C'est des estimations qui ont été d'ailleurs revues à la hausse très récemment, donc c'est bénéfique pour l'entreprise, c'est positif. Il faut dire que vraiment cette entreprise, elle a réussi à tirer son épingle du jeu pendant la crise. C'était le moment où il fallait qu'elle le fasse. Et vraiment, on remarque que dans un scénario comme ça où on pourrait être confiné ou alors où le télétravail pourrait devenir quelque chose de majeur ou en tout cas la transformation digitale des entreprises, tout ce qui concerne les communications, les médias, etc. Tout ça, ça prend une ampleur démesurée pendant cette crise-là. Et Vivendi a su en profiter. Donc voilà, son cours a quand même fait un bond en arrière pendant la crise, mais ça a été un de ceux qui a le plus rebondi justement après que le CAC touche le fond à 3700 points. Donc voilà, quelque chose de très convaincant à ce niveau-là. Au niveau technique, je vais faire comme pour le fondamental, je vais surtout m'intéresser aux 5 dernières années. Vivendi, c'est quand même un groupe qui a des années d'histoire, qui s'appelait avant la Compagnie Générale des Eaux, il me semble. En 2000, ils avaient fait un crack, ils avaient vécu le crack boursier, mais vraiment de plein fouet. Je vais pas parler vraiment de cette période jusqu'à 2010, voilà, même la crise de 2008, j'en parlerai pas. Et d'ailleurs, je vais vous afficher le graphique technique juste à partir de l'année 2013. Du coup, pour finir au niveau de ce graphique, et je vais essayer d'être assez bref là-dessus, on voit un canal de tendance haussier qui s'inscrit sur la valeur depuis 2013. Même avant ça, je ne montre pas la totalité du graphique comme je vous l'ai expliqué avant. En tout cas, de 2013 à 2017, on a un cours qui évolue plutôt dans le bas de ce canal de tendance. Quelque chose de très important à noter, c'est ce plus haut milieu 2015, juin 2015 je pense, pour aller toucher les 20 euros qui va constituer une résistance et plus tard un support extrêmement important pour la valeur. Et aussi, deuxième chose importante, après 2017, début 2017, on a le croisement de la MM100 à la hausse, qu'on avait croisé à la baisse après le plus haut milieu 2015. Donc le croisement à la hausse de nouveau, je l'ai signalé par un cercle orange sur le graphique. Et donc du coup, on va rechercher des plus hauts. Cette fois-ci, on casse la résistance des 20 euros pour aller chercher une nouvelle résistance qui va s'installer aux 22 euros.
Sur ces 22 € là, on va avoir un double top d'ailleurs qui va pas du tout être validé, peut-être en termes de volume, je ne les ai pas ici affichés sur le graphique. Le fait est que de l'année 2018 à 2019, alors que c'est une très mauvaise année pour le reste des marchés financiers, la valeur quand même réussit à consolider dans ce range entre 20 et 22 €, quelque chose de très intéressant à noter. Et on voit que donc les valeurs cycliques peuvent avoir tout leur intérêt en période de crise. Le fait est que début 2019, même fin 2019, on a vraiment un bull market qui fait exploser la valeur à la hausse, qui va venir taper plusieurs fois, même 3 fois vers les 26 €. On va avoir un triangle de résistance haussier qui s'installe et qui finalement sera pas du tout validé puisqu'il y aura la crise qui va arriver et qui va le faire exploser à la baisse. On franchit évidemment le seuil médian du canal de tendance haussier, puis on franchit même le support du canal de tendance haussier et on va toucher jusque les 16 €, donc très bas, les 16 € qui étaient un support justement à peu près au niveau de ce croisement de MM100 en 2017. Le fait est que la valeur retrouve un attrait très rapidement et réussit à réintégrer son canal de tendance haussier, chose que n'a pas réussi à faire le CAC 40 par exemple. Là, le fait que la valeur Vivendi ait réussi à intégrer ce canal de tendance haussier très rapidement, c'est très bon pour la valeur. Et c'est ce qui va faire qu'elle va pouvoir re-exploser à la hausse. D'ailleurs, elle est revenue se loger dans le haut du canal de tendance après un deuxième croisement de la MM100 à la hausse signalé de nouveau par un cercle orange. Et donc là, chose très intéressante, très récent, on a eu un pullback sur la MM100 qui correspond aussi à un pullback sur le seuil médian du canal de tendance haussier et qui assure quand même un avenir plutôt cool pour la valeur, plutôt quelque chose qui évoluerait donc dans le range entre les 23 € et les 26 € pour la valeur. Donc voilà, si vous avez l'opportunité de stocker la valeur en dessous de 23 €, ça peut être quand même quelque chose de très intéressant pour votre portefeuille, en tout cas si vous cherchiez une valeur cyclique. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pensez encore une fois à vous abonner, à liker cette dernière si vous aimez ce genre de contenu. Et de la même façon, hop, pensez à vous procurer le livre Débuter en bourse si la bourse vous plaît et que vous voulez en savoir plus sur la gestion du PEA, de compte titres, d'assurance vie, etc. pour faire vos propres analyses. Très longue vidéo, je sais, je suis désolé, je me remets un petit peu dans le bain aussi, il va falloir que j'arrive à les écourter petit à petit. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et ciao, à la prochaine dans une vidéo pour samedi, je ne sais pas ce qu'on va faire encore, mais on risque de faire une vidéo sur quoi? Un conseil PEA, je sais pas, je verrai. Peut-être sur une position que j'ai prise très récemment. Je vous en parlerai. En tout cas, on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!